L'enseignement qui n'entre que dans les yeux et les oreilles ressemble à un repas pris en rêve. Proverbe chinois. Et justement, nous allons parler enseignement, nous allons parler formation professionnelle, nous allons parler innovation technologique comme moteur de croissance. C'est un panel de ministres que nous allons pouvoir installer, mesdames et messieurs. Et pour la modération de cette conférence, je voudrais accueillir ici le directeur de cabinet à la présidence de la République, Ibrahima Khalil Kaba, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Ce vendredi 11 mai 2018, d'avoir pris le temps de venir à ce forum d'étudiants guinéens organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de la République de Guinée. Je suis en compagnie aujourd'hui des décideurs des politiques publiques du secteur de l'enseignement de notre pays, mais aussi de pays voisins, le Sénégal, le Burkina Faso et la République de Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur de la République de Guinée, la Guinée vient, au cours de l'année 2017, de préparer son plan national de développement économique et social, dont l'un des piliers porte sur le développement inclusif et social. Dans le cadre de la préparation de ce plan de développement national, qu'est-ce qui a été prévu qui touche ce thème, l'enseignement, la formation professionnelle, dans le cas du PNDS? Monsieur le ministre. Ce forum est organisé en partenariat avec les ministères de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et le ministère de l'Enseignement technique, professionnel et emploi. Effectivement, dans le PNDS, le capital humain tient une place importante parce que les faits sont là. Sans développement du capital humain, il est difficile de parler de développement économique et social. Et d'ailleurs, on parlait de contenu local. Quand on parle de contenu local, c'est aussi la matière grise. Ce n'est pas simplement ceux qui font de la logistique, ceux qui font des prestataires de services, mais il y a aussi les prestations intellectuelles. Mais pour cela, nous avons besoin de former le maximum de nos compatriotes dans ces domaines. Donc, pour nous, au niveau de l'enseignement supérieur, nous avons fait de cet élément-là le plus important dans notre politique de développement humain. Et surtout, nous sommes en train de professionnaliser certaines filières et créer des écoles d'excellence pour relever le défi du capital humain. Professeur Maïga, on remarque à l'énoncé des noms de vos ministères une particularité que le Burkina et le Sénégal partagent. Vous êtes aussi des ministères de l'innovation. Pourquoi au Burkina Faso nous avons un ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, mais aussi de l'innovation? Parce que dans nos centres de recherche agricole, la recherche environnementale, la recherche technologique, nous avons fait le point l'année passée, le Burkina était déjà à 570 innovations. 570 innovations développées dans les centres de recherche et dans les universités. Alors, dans le PNDS, cette année, on nous a demandé de passer à 600. L'objectif est d'atteindre 600 innovations au service donc, du développement de notre pays. Alors, nous avons concilié enseignement supérieur, recherche scientifique et innovation, parce que avec les ministères séparés, il y a une espèce de concurrence malsaine qui s'établit entre enseignement supérieur d'un côté, recherche scientifique, innovation et vulgarisation. Donc il y avait une espèce de compétition qui inhibait les efforts parce que personne n'était prêt à vulgariser à la place de celui qui fait la recherche lui-même ses efforts et les fruits de ses trouvailles. Alors maintenant, nous avons fait les liens entre ces différents éléments, mais en nous donnant également les mécanismes pour y arriver. Alors, il y a le ministère, mais qui comporte un centre national de la recherche scientifique. Dans ce centre, vous avez 4 instituts. La recherche en sciences de la santé, la recherche en sciences sociales, la recherche agricole et environnementale et la recherche en technologie appliquée. Et toutes les universités qui sont aussi un concentré de ces recherches-là. Puisque les chercheurs, ils ont une vocation à faire de la recherche, mais en contribuant à l'enseignement supérieur.
Donc nous avons des textes qui disent aujourd'hui que chaque chercheur doit apporter au moins 50 heures par an dans l'enseignement supérieur, pour ne pas rester simplement un chercheur. Mais les enseignants du supérieur, ils ont systématiquement le statut d'enseignant-chercheur. Donc ils conduisent des recherches dans les laboratoires. Alors pour faire le lien entre tout ceci, nous avons créé ce qu'on appelle l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche, l'ANVAR. Donc il va récupérer tout ce qu'il y a comme découverte au niveau des universités, au niveau des centres de recherche, mais aussi au niveau des privés, parce qu'il y a des privés qui font de la recherche. Donc l'ANVAR a pour vocation de faire la valorisation des fruits, donc des innovations issues du privé, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Et nous avons mis en place le fonds qu'on appelle le Fonds national de la recherche, de l'innovation et du développement, le fonds RID, qui est donc financé par l'État. Jusqu'ici, on essaie à 300 millions de francs CFA par an, mais cette année, avec le PNDS, nous sommes passés à 1 milliard de francs CFA. Professeur Ndiaye, vous êtes professeur agrégé de droit, mais aussi directeur de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation du Sénégal, pays qui a une très grande tradition d'éducation de qualité. On parle d'innovation technologique aujourd'hui comme moteur de développement. Innovation technologique dans la gestion des systèmes d'éducation, mais aussi innovation technologique dans la pédagogie. Qu'est-ce que la République du Sénégal est en train de faire qui mérite d'être partagé aujourd'hui et avec vos collègues de l'enseignement supérieur, mais aussi surtout avec les étudiants très nombreux qui sont avec nous aujourd'hui? Monsieur le ministre, depuis 2013, dans le cadre d'une concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur, la première directive du président de la République, c'est de réorienter le système vers les sciences techniques, mathématiques et sciences de l'ingénieur. Et tout faire pour qu'au niveau de l'école primaire, au niveau de l'école secondaire, que les mathématiques, les sciences et les sciences de l'ingénieur aient une dimension extrêmement importante. Parce que l'Afrique ne peut pas se développer sans la maîtrise des technologies de base et des technologies avancées. Juste sur la question de la formation professionnelle et de l'innovation, le Sénégal s'est engagé à mettre en place ce qu'on appelle, juste sur un aspect précis, ce qu'on appelle un réseau des ISEP, c'est-à-dire des instituts supérieurs d'enseignement professionnel qui viennent se superposer aux différents instituts et écoles de formation professionnelle qui existaient. Alors, ces différents instituts ont pour vocation essentielle, à partir du terreau ou du bassin sur lequel ils sont installés, de proposer des offres de formation qui vont permettre aux grappes de croissance qui naissent au sein de ces régions économiques de répondre aux besoins de l'économie nationale. Et c'est ainsi que nous avons 5 réseaux des ISEP, 5 ISEP qui sont en construction, et un des ISEP fonctionne d'ores et déjà, c'est l'ISEP de Thiès, qui s'est spécialisé dans les métiers de l'agriculture, les énergies renouvelables, la mécanique et toute la formation touristique autour de Mbour et des régions touristiques de Dakar. À côté de ces réseaux des ISEP, nous avons bien entendu installé à Diamniadio ce qu'on appelle une cité du savoir. Et cette cité du savoir a pour vocation essentielle de permettre aux Sénégalais, éventuellement aux Africains, de maîtriser ce qu'on appelle les technologies avancées. Monsieur le directeur, ce sont quelques remarques liminaires que je faisais en attendant de continuer ce débat avec vous. Voilà. Nous sommes aussi avec Mme Salimata Kanté. Elle est directrice de cabinet adjoint du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de la République de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est surtout le poumon économique de l'UMOA. C'est la deuxième plus grosse économie de notre sous-région de la CEDEAO. Qu'est-ce que le ministère de l'Enseignement supérieur fait pour maintenir cette position dominante de l'économie ivoirienne dans la sous-région à travers ses politiques publiques concernant en particulier la question de l'enseignement? Les problèmes que nous avons en Côte d'Ivoire sont les mêmes qu'ailleurs. Avec les crises successives que notre pays a connues, le document stratégique de réduction de la pauvreté élaboré en 2008 en collaboration avec la Banque mondiale a permis de déceler un certain nombre de maux dont souffrait l'État de Côte d'Ivoire, notamment l'obsolescence des structures de formation et d'éducation, la détérioration des structures sanitaires et sociales de base. 2 PND ont été mis en place, le Plan national de développement en 2012-2015, qui est arrivé à expiration,
et le second plan national de développement 2016-2020 qui fait de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de l'enseignement dans sa globalité, de la recherche scientifique, le levier du développement de la Côte d'Ivoire. En réponse d'abord à la massification des effectifs dans nos universités, nous nous rendons compte que ceux qui frappent à la porte de l'éducation et de l'enseignement supérieur sont de plus en plus nombreux. Donc il a fallu renforcer les structures éducatives, aussi bien au niveau de l'éducation de base, de l'enseignement technique professionnel que de l'enseignement supérieur, éjecter des fonds, des financements à l'enseignement supérieur. Et au niveau de la recherche aussi, les autorités ont mis en place des politiques en faveur de la recherche, notamment en instituant un fonds qui s'appelle le Fonds national à la recherche, en abrégé FONARI, qui se décline en trois fonds. Il y a le fonds spécial du président de la République, d'une valeur de 80 millions de francs CFA. Voilà. Il y a le fonds, le FARI, le fonds d'appui à la recherche et à l'innovation, d'un montant de 250 millions de francs CFA. Et il y a le fonds qui est spécialement dédié aux femmes chercheurs pour les questions d'équité, qui est d'un montant de 120 millions de francs CFA, étant entendu que le FONARI doit voir son montant revu à la hausse par les autorités dans les années à venir. En matière d'agriculture, comme vous avez posé la question de savoir qu'est-ce qui est fait en cette matière, étant donné que la Côte d'Ivoire a 40% du PIB, au niveau du CNRA, Centre national de recherche agronomique, il y a beaucoup d'innovations qui sont faites. Il y a le cacao Mercedes, qui est produit en 18 mois et qui permet d'améliorer le rendement à l'hectare. Les nouvelles variétés de café également. Et il y a des techniques qui sont mises en place pour pouvoir lutter contre les ravageurs au niveau de la mangue, au niveau de l'anacardier, au niveau du palmier à huile. Voilà ainsi présenté brièvement ce qui est fait sans être exhaustif, ce qui est fait au niveau de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique pour accompagner efficacement notre système. Albert Damantan Camara, ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'emploi et du travail. Je finis par le ministre Damantan parce que le professeur Ndiaye un peu plus tôt a parlé d'impasse. Et l'impasse qu'il décrit au niveau de nos systèmes d'éducation se traduit par plusieurs faiblesses. L'une des faiblesses majeures, c'est la question de l'emploi de nos diplômés. Nous avons des tares. Il a parlé aussi de l'apprentissage, le professeur Maïga en particulier. L'une des questions qui se posent, quelles sont en fait les demandes des employeurs d'aujourd'hui que nos gradués de nos universités n'arrivent pas en fait à remplir, monsieur le ministre. Ça, c'est un. Deuxièmement, toujours le professeur Ndiaye du Sénégal, il a posé un problème qui, je ne croyais pas exister au Sénégal. Il a parlé de trop de littéraires. Venant d'un littéraire, c'est quand même une affirmation assez forte. C'est vrai que nous autres scientifiques, on a martelé ça depuis très longtemps, on ne nous a pas écouté, professeur Ndiaye, mais c'est bien de l'entendre de vous. Monsieur le ministre de la formation professionnelle, mais aussi de l'enseignement technique, qu'est-ce qui est en train d'être fait en Guinée en particulier? Premièrement, est-ce que nous avons ce problème? Et deuxièmement, qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour rendre en fait, les alternatives plus attrayantes pour les milliers de bacheliers qui sortent de notre enseignement secondaire chaque année? S'agissant des questions que vous posez, je vais juste, dans un premier temps, confirmer un peu les inquiétudes de mon frère, ici. Et c'est important de rappeler ce message à tous ceux qui sont présents ici, aux jeunes. Depuis 2010, et donc jusqu'en 2020 au moins, toutes les études démontrent qu'effectivement, chaque année, il y a entre 10 et 12 millions de jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi en Afrique. Ça veut dire qu'en 2020, on devrait se trouver avec environ 122 millions de demandeurs d'emploi. Face à ces 122 millions de demandeurs d'emploi, toutes les études n'arrivent qu'à 54 millions de postes de travail qui seront disponibles à la même échéance. Ça fait un gap d'environ 68 millions de jeunes qui, en principe, ne devraient pas trouver de l'emploi. À supposer que les autres
leurs formations correspondent aux emplois qui sont disponibles, aux 54 millions d'emplois disponibles. On dit que si on fait des efforts en matière d'agriculture, on devrait pouvoir rajouter 8 millions d'emplois disponibles. Il en restera quand même 60 millions au moins. Et donc, je crois que la problématique est la même dans la plupart de notre pays, faire de telle sorte que les formations que nous dispensons correspondent au marché de l'emploi et même que notre environnement socio-économique crée de nouveaux emplois. Ce que nous avons fait, c'est de faire de telle sorte que la mystique de la formation professionnelle se déplace vers les utilisateurs, c'est-à-dire les entreprises. Cesser de former dans notre cadre privilégié et restreint des établissements et du ministère pour que nos centres de formation professionnelle prennent en compte les besoins des entreprises. Et un certain nombre d'études sont venues nous confirmer ces différentes statistiques et nous dire, secteur par secteur, quelles allaient être les compétences demandées dans les années qui viennent en fonction des projets qui se développaient. Mais pour ça, il faut effectivement que cette formation soit calibrée, conçue et déroulée de manière à correspondre à ce que le marché va effectivement avoir besoin. Et c'est là où on en vient à tout ce qui est innovation technologique. C'est une dynamique qui est permanente et à l'enseignement technique, on a adopté cette maxime de Confucius qui dit que j'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. Et c'est la raison pour laquelle, à l'instar de la plupart des pays, nous travaillons sur l'approche par compétences qui associe intimement le secteur privé, les professionnels, dans la conception des programmes, dans l'enseignement et dans la certification des diplômés. Et nous espérons qu'avec une telle méthode, nous allons pouvoir arriver à faire correspondre ce que nous enseignons dans nos écoles aux besoins du marché du travail. Ceci étant, est-ce que c'est suffisant? Bien entendu, non. Puisque face à cette forte demande en main-d'œuvre, il n'y a pas forcément la main-d'œuvre disponible. Nous n'avons pas suffisamment de capacité d'accueil. Nous avons un certain nombre de centres, mais puisque nous avons la même tendance de beaucoup de jeunes qui préfèrent les filières sociologiques, criminologie, droit, lettres, nous manquons de compétences qui peuvent s'intéresser aux formations dans le génie. Ce que nous avons fait au niveau de la Guinée, en collaboration avec IERO de l'enseignement supérieur, c'est favoriser une plus grande orientation des jeunes dans les filières qui les mènent vers l'apprentissage, de manière à avoir une masse critique de jeunes titulaires d'un certain nombre de compétences qui vont leur permettre d'être des ouvriers qualifiés, des ingénieurs aptes à faire face aux nombreux projets de développement et donc à être employés par le secteur privé qui ne demande que ça, mais que nous avons encore pour le moment un gros défi, celui de l'amener encore plus proche du financement de la formation professionnelle et de sa participation à la mise en œuvre des différents programmes. Donc, je tiens d'abord à remercier les étudiants qui ont fait le déplacement très très nombreux aujourd'hui. Je crois que c'est un signe très fort que la relève que nous essayons tous de préparer est consciente des enjeux auxquels elle va devoir faire face, mais aussi des opportunités qui s'offrent à elle. En matière de politique publique, on a beaucoup parlé des problèmes qui sont très communs à nos différents États, malgré les différentes politiques des fois, mais surtout du challenge majeur de l'innovation technologique comme moteur du développement. L'emploi, qui est l'inquiétude majeure de beaucoup de ces jeunes gens, mais aussi la question de la qualité de l'apprentissage qui pose un problème. Messieurs, mesdames les ministres, c'est essentiellement le challenge qui nous est lancé par nos citoyens et nos étudiants ici. Je vous remercie à ceux qui ont fait le déplacement de pays limitrophes d'être venus en Guinée partager cette journée avec nous. À messieurs les enseignants qui sont là nombreux, enseignants-chercheurs, merci beaucoup d'être venus partager cette journée avec vous et bon vendredi. Je vous remercie. Voilà.
Monsieur le ministre, on a entendu vos collègues de la sous-région parler et certains mots-clés quand même sont revenus. La question de l'innovation, la question du financement de ce que nous voulons faire, la question de l'adéquation de la formation, mais aussi la question de la valorisation de la recherche. On a parlé un peu de ce que le Burkina fait, du CNRA en Côte d'Ivoire, et il faut le dire. En particulier, nous avons un accord de coopération avec la Côte d'Ivoire sur l'appui que le CNRA fait au monde du développement rural en Guinée. Et pendant la journée des paysans qui se tiendra demain à Zérékoré, je crois que les Ivoiriens sont invités là-bas à ce titre. Donc, monsieur le ministre, sur ces 4 thèmes, innovation, financement, adéquation de la formation et valorisation de la recherche, qu'est-ce que votre département est en train de faire en ce moment qui soit innovant ou en fait qui soit déjà des programmes existants? Peut-être j'aimerais rappeler une partie du discours du président hier, parce que quand vous regardez le cheminement des autres pays, il n'y a pas eu de discontinuité depuis la colonisation. Mais en Guinée, qu'est-ce qui s'est passé? Après la colonisation, comme le disait le président, on a jeté le bébé avec l'eau du bain. On dit tout ce qui était fait avant est mauvais, sans tenir compte des aspects positifs. Il y a eu la Première République en 1984, à la fin de cette République-là, on a tout jeté à l'eau. Ensuite, il y a eu la Deuxième République, à la fin de cette République, on a tout jeté à l'eau sans tirer, les conclusions de leur gestion. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qu'il faut corriger. Donc il y a un perpétuel recommencement qu'on est en train de faire aujourd'hui en Guinée. Mais je pense qu'à partir de maintenant, nous allons pouvoir avancer. Et je suis très heureux de voir que le Burkina Faso, le Sénégal également, sont dans la bonne voie en matière de recherche et d'innovation technologique. Chez nous ici déjà, nous avons fait beaucoup d'améliorations. Par exemple, pour l'orientation des étudiants, ça se fait désormais en ligne. On a beaucoup moins de problèmes. Mais aussi, il y a la mise à disposition des tablettes. Et l'idée, c'est de créer ce qu'on appelle Mamou Valley, à l'idée, comme on dit Silicon Valley. Nous sommes en partenariat avec une entreprise française et nous comptons créer cet incubateur-là à l'Institut supérieur de technologie de Mamou. Et je pense que si Alpha Bakar est là de Diatrofa, notre partenaire local, notre partenaire étranger arrive la semaine prochaine pour voir comment on va mettre en place cet incubateur pour monter déjà sur place les tablettes et d'autres équipements informatiques. Comme je crois qu'il y a une autre université privée qui a commencé aussi à travailler sur ces questions. Et la technologie, ce ne sera pas forcément une fin en soi, mais nous voulons utiliser, comme ça se fait dans beaucoup de pays aujourd'hui, les TIC pour améliorer la formation, pour aussi permettre à plusieurs jeunes ou étudiants qui sont là d'avoir accès au savoir. On a parlé des portails numériques, on a parlé de la visioconférence, de la formation à distance. Tout cela est en cours puisque nous avons un institut de formation à distance, l'ISFAD, qui s'occupe de ces questions-là. En matière de recherche, c'est vrai que nous avons besoin d'un écosystème beaucoup plus large. Et d'ailleurs, nous sommes en train de travailler sous la direction de mon conseil chargé de la recherche scientifique à la mise en place d'une nouvelle politique de recherche scientifique. Et je suis heureux de voir le professeur Baniré ici, qui nous a apporté un coup de main dans la conception de ce centre-là, puisqu'on veut mettre en place un centre national de recherche scientifique et positionner la Guinée comme l'un des meilleurs pays où la recherche scientifique est assez développée. Et je prends le cas de Farana, l'Institut agricole de Farana, qui forme de très bons, en tout cas qui forme très bien. Et nous avons près de 12 nationalités qui y sont, et également aussi à l'Institut supérieur des sciences vétérinaires de Dalaba. À Farana, on a mis au point une machine agricole qui est multifonction et qui fait de très bons rendements. Mais aussi, la variété de riz local a été améliorée. Vous avez vu la présentation sur le centre de recherche sur les plantes médicinales de Dubreka et les résultats que nous avons obtenus, puisqu'on y a mis au point un médicament contre le paludisme, un médicament contre la tension artérielle, mais maintenant il s'agit de vulgariser tout cela. C'est pour cela que nous avons décidé de nous approcher du ministère de la Santé, mais aussi
des pharmaciens et médecins pour pouvoir vulgariser les médicaments qui sont mis au point ici et qui sont reconnus à l'étranger. Parce que bizarrement, à l'étranger, c'est très demandé. Et les brevets sont déposés à l'étranger. Et je crois que, si j'ai bonne mémoire, l'Institut de recherche de Dubreka a près de 6 brevets déposés en France, dont un brevet sur le sida. Mais tout ça, ce n'est pas connu, et nous allons essayer de le vulgariser. Question financement. Nous travaillons sur ces questions parce que la chef de cabinet était récemment en Côte d'Ivoire, où elle a discuté avec la ministre de l'enseignement supérieur de la recherche de Côte d'Ivoire sur le modèle ivoirien de fonds pour la recherche, etc. Et justement, nous avons une équipe qui travaille sur cette question également, pour qu'à terme, nous puissions déposer un projet en conseil interministériel. J'espère que j'aurai le soutien de mes amis. Mais également, ce fonds sera ouvert au secteur privé, aux contributions du secteur privé, des fondations et des bonnes volontés. Mais par ailleurs, nous avons un petit fonds pour les femmes, en tout cas pour les filles, et pour financer des bourses à l'étranger actuellement, en Guinée également, et pour faire la promotion du genre. Nous avons élaboré un document de stratégie d'introduction des TIC dans l'éducation. Il est au stade de draft. Nous allons finaliser le document. Et je crois que j'ai fait une présentation brève lors d'un forum sur les TIC récemment. Et ce document-là va nous servir de phare pour aller très vite dans l'introduction des TIC dans l'éducation et rattraper le retard que nous avons, mais aussi donner une opportunité de création d'emplois, parce qu'on le disait tout à l'heure, à l'horizon 2050, on aura plusieurs millions de jeunes sur le marché du travail, et je pense que l'introduction des TIC dans l'enseignement, ce sera aussi une opportunité pour nos jeunes d'être créatifs et de pouvoir un jour faire en sorte que nous ayons des Bill Gates en Afrique, et si possible en Guinée, et que nous ayons... il y a un qui est pratiquement devant moi là. Baniré, il a mis au point un système informatique, mais lié à la médecine, et je crois que c'est ce qui lui a valu le prix à Kigali. Voici des exemples qui peuvent nous aider à faire le grand bond en avant, et j'espère que nous aurons le soutien de nos enseignants. Vous avez entendu parler de fonds pour les enseignants, en tout cas pour la recherche, le soutien de nos étudiants et également le soutien de notre pays. Ok, une seconde, on va prendre le professeur Maïga et ceux qui veulent... C'est juste pour faire un petit mot par rapport au nombre de littéraires. Ce qu'il faut dire, il a insisté sur le rôle des parents. Mais je pense que la grande responsabilité, c'est quand même les scientifiques eux-mêmes. Ils créent le complexe. Les mathématiques, les sciences, la physique, c'est le domaine des cracks. Et si vous terrorisez les enfants, ils ne viendront pas à vous. Parce qu'on crée l'impression chez tous les enfants qu'il faut être un génie pour y aller. Or, on sait bien qu'on n'a pas besoin d'être un génie pour ça. Il faut créer les conditions pour que les séries scientifiques soient attractives pour les apprenants. Moi, je suis sociologue, mais je peux vous dire que ce qui me traumatisait, c'était le français. J'étais un profil scientifique au départ, mais je me suis retrouvé en littérature parce que j'ai eu une orientation forcée, comme le disait le président hier. J'y suis allé. Mais c'est le français que je ne maîtrisais pas bien. À force des choses, je maîtrise maintenant. Donc c'est pour vous dire que si l'enseignant, il met l'élève dans les dispositions à lui donner la sérénité, il devient un scientifique parce que c'est une question de pédagogie. Mais il ne faut pas vouloir faire la mystification dans les salles en traumatisant tous les enfants, en n'ayant pas la bonne pédagogie pour leur montrer que les mathématiques, c'est ludique. Et moi, je dis aux gens, la science, ce n'est pas la mathématique. Les mathématiques, c'est une démarche pour exercer la science. Petit commentaire liminaire sur la question des mathématiciens. J'en suis un. Je suis mathématicien de formation. Mais effectivement, cette barrière, je dirais, très artificielle entre les sciences mathématiques en particulier et le monde littéraire n'a pas de base factuelle. De grands écrivains guinéens et africains. William Sassine était un professeur de mathématiques.
Feu Aboubakar Somparé est un mathématicien, président de l'Assemblée nationale, décédé l'année passée. Mais aussi Amadou Kourouma, l'auteur des Soleils des Indépendances, est un mathématicien qui était actuaire en France toute sa vie. Donc la question de la démystification du professeur Maïga est une question très très réelle.
Oui, mon nom c'est Aïssatou Bilisso. Je suis chercheur au Centre de recherche scientifique Conakry Rogbani et j'ai un master en sciences physiques. D'accord. Donc j'ai une question très simple pour... Félicitations pour Madame Sow. Une femme qui a un master en sciences physiques, je crois qu'elle mérite des félicitations. Il faut qu'on en ait plus comme ça. J'ai une question très simple pour Monsieur le ministre. J'aimerais bien qu'il nous dise comment se porte le leadership féminin dans leurs différents départements. Et je pose cette question parce que nous, les femmes scientifiques, on a assez de difficultés à émerger. Donc j'aimerais qu'ils nous disent comment ça se passe chez eux. Je vous remercie. Merci pour la question. Professeur Maïga, vous souriez. Vous voulez répondre en premier? Au Burkina, nous sommes entre 52 et 53% de femmes pour le Burkina. Donc ça veut dire que c'est quand même plus de la moitié du ciel, comme on le dit. Mais quand je regarde au niveau de nos universités, je regarde au niveau de la recherche scientifique, nous avons quand même beaucoup de femmes qui, au Burkina, sont des professeurs titulaires ou des directeurs de recherche au niveau de nos deux sphères, recherche scientifique et enseignement supérieur. Nous avons eu de par le passé des femmes qui ont géré des universités parce que nous avons des présidents d'université. Aujourd'hui, l'Institut des sciences, qui est là où on forme tous les mathématiciens, les physiciens, les sciences de la nature, les enseignants sont formés là-bas. Donc c'est une femme, professeur titulaire, qui est responsable de cet institut des sciences au Burkina Faso. Je signale également que la direction générale de l'enseignement supérieur du Burkina Faso est gérée par une femme qui est maître de conf en chimie. Et son numéro 2, c'est également une dame qui est responsable de la direction de l'enseignement privé. La direction générale des bourses et de l'orientation du Burkina Faso est gérée par une femme, alors qui ne veut même pas que quelqu'un s'amène devant elle pour négocier une bourse. Et la dernière fois, elle m'a dit, Monsieur le ministre, il faut nous aider à vous protéger contre vous-même parce que beaucoup de personnes viennent nous voir pour des bourses. Nous, on va encaisser, on va refuser et vous dites que c'est la dame qui a refusé. Donc ça veut dire que, effectivement, quand les dames sont au devant des choses, on constate beaucoup de sérieux et moins de laxisme. Nous avons en Côte d'Ivoire, de manière plus générale, un compendium des compétences féminines qui est un répertoire de toutes les compétences féminines dans tous les secteurs d'activité, enseignement supérieur, recherche, vivrier, qui est un creuset dans lequel on doit pouvoir puiser lorsqu'on a besoin d'une femme compétente dans un domaine donné. Et au niveau de l'enseignement supérieur, nous avons une association des femmes chercheurs de Côte d'Ivoire qui a un plan d'action
qui, je vous assure, qui est une association dynamique, qui fait la promotion de la femme chercheur, qui met en place des mesures incitatives pour les jeunes filles à aimer la science, l'enseignement, la recherche. Et aussi, le président de la République, je le disais tantôt, avec le FONARI, a dédié un fonds spécial à la femme chercheur, FAPEPSI. Ce qui signifie que quoi? La femme est privilégiée parce que non seulement elle peut postuler pour le prix spécial du président de la République, elle peut postuler pour le fonds d'appui à la recherche et à l'innovation, mais elle peut, et c'est elle qui est en droit de postuler pour le FAPEPSI. Le Sénégal vient de nommer la première rectrice du Sénégal, il y a de cela 1 an, c'est le professeur Ramatoulaye Diagne. En termes de politique des bourses, à égalité de points, toutes les filles ont 1 point en plus pour leur permettre de faire la différence. Il y a systématiquement installé dans les universités publiques des crèches de façon à prendre en charge les femmes mères et les femmes qui ont des enfants, qui leur permettent de les soulager de certains travaux ménagers. Et troisième aspect, qui est un aspect tout à fait incident, c'est la politique mise en place par l'Université virtuelle du Sénégal qui permet un enseignement à distance. Et quelques-unes des, disons, images qui sont données très souvent, ce sont des femmes qui sont au foyer, qui ont des enfants, qui ont leur ordinateur, qui ont leur tablette et qui suivent des cours avec un niveau de compétence et de qualification qui est souvent supérieur à celui de leurs collègues garçons qui sont dans la même université. Je parlerai surtout de l'absolue parité au sein de l'administration du ministère de l'Enseignement supérieur du Sénégal. Nous avons 2 directions générales et dans chacune des directions, il y a 4 directions, c'est une totale parité. Je vais parler des ISEP, il y en a 5, les 3 sont des dames. En Guinée, il y a une tendance à plutôt voir les hommes à première vue que les femmes en matière
de nomination. En tout cas, au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, dans la haute structure, au moins nous, chez nous avons la chef de cabinet qui est une dame, et la directrice générale de l'enseignement de la recherche scientifique et de l'innovation technologique est une femme, et c'est un poste très important chez nous. Et dans la structure aussi, il y a des femmes qui sont à différentes positions, notamment au niveau des services financiers. Et dans les universités, cette année, une bonne partie des secrétaires généraux sont femmes, y compris dans l'une des plus grandes universités, Gamal, la première université du pays. C'est une femme, je pense à Zérekouré également. À l'Institut supérieur des mines de Bokeh, c'est également une femme. Et on a aussi une femme vice-recteur chargée de la recherche à l'université Gamal. Et sans compter que dans d'autres départements, que ce soit au niveau des décanats, nous avons des femmes. Et c'est aussi une femme qui est chargée du projet des classes préparatoires des centres d'excellence au niveau de mon ministère, Madame Kamara Aline Bari. Et donc, on essaie de faire des efforts. Ce n'est pas suffisant, nous allons continuer. Mais souvent, il est très difficile. La chef de cabinet, la responsable du service, Jean, Madame Bara, sont tout le temps là. Oui, il faut nommer les femmes, il faut nommer les femmes. J'ai dit, bon, voyons par les CV. Et donc, on est un peu limité. C'est pour cela qu'on a mis en place ce fonds pour la formation des filles et femmes au niveau de notre département. On a financé déjà des doctorats, des masters, et avec l'appui de certains partenaires. Donc nous allons continuer ce travail-là pour que les femmes émergent. Comme l'a dit la directrice de cabinet du ministre, de la ministre ivoirienne, je résume, hein, la femme, c'est le pilier central du foyer, mais c'est aussi le pilier central de toute la société.
Bonjour. Je me nomme Kadiatou Yonis Doré. Je suis étudiante en licence 1 département philosophie à l'Université Générale Lansana-Conté de Sonfonia. Au lieu de poser la question, j'aimerais faire une suggestion tout de suite. Je pense que mon ami a bien revendiqué, mais nous ne sommes pas informés. Au fait, à l'Université Générale Lansana-Conté de Sonfonia, l'État a bel et bien implanté un centre d'informatique parce que quand moi je suis arrivée, j'ai fait l'informatique et j'ai mon attestation aujourd'hui. Mais ce que j'aimerais suggérer à l'État, nous les élèves, les étudiants ne sommes pas informés. Tout de suite, il y a le monsieur du Burkina Faso, il a évoqué quelque chose qui m'a très marqué au niveau de l'entrepreneuriat. Actuellement, nous les jeunes, après l'université, nous ne savons pas que faire. Dès que nous sommes orientés dans des départements, moi je suis victime. Quand j'ai eu le bac cette année, on m'a orienté en philosophie, mais chaque fois ma question était que quoi? Mais papa, après la licence, je vais être enseignante ou quoi? Je ne sais pas que faire en philosophie. Justement, nous n'étions pas informés. Quand nous sommes arrivés, le chef de département a fait des dépliants pour des étudiants en philosophie. Il nous a remis ces dépliants, mais nous avons remarqué après qu'en philosophie, il y avait quelque chose qui pouvait nous aider. On devait s'orienter dans des concentrations qui pouvaient faire de nous des étudiants et des cadres de demain, mais nous n'étions pas informés. Ça nous fatigue beaucoup au niveau de l'éducation guinéenne. En plus, nous demandons au gouvernement, nous demandons au ministre de l'Enseignement supérieur, s'il vous plaît, c'est un plaidoyer, de nous aider à être initiés dans l'esprit d'entrepreneuriat. Nous, les jeunes, aujourd'hui, nous avons beaucoup de potentiel. Nous avons beaucoup de potentiel, mais comment les mettre en place? Que faire? Nous n'avons pas de soutien. Nous pouvons réfléchir, après notre réflexion, ça tombe dans l'eau parce qu'il n'y a personne pour nous soutenir. Mais si l'État nous accompagne dans ça, alors nous parler de l'emploi? Non. Donc c'était ça ma suggestion, je vous remercie. Bravo. On n'a peut-être pas les moyens d'acheter des bouquins physiques pour tout le monde, mais les bibliothèques numériques existent. Avec une bonne connexion à l'Internet, on pourrait en fait essayer de solutionner cela. Et la jeune dame le disait un peu plus tôt au sein de nos universités, un effort d'expliquer aux jeunes étudiants et étudiantes qui y sont, quels sont les débouchés qui conviennent en fait aux filières qu'elles ont choisies ou dans lesquelles elles ont été orientées. Mais aussi la question de l'entrepreneuriat, parce qu'on le sent, la grosse question des étudiants et étudiantes dans nos universités qui voient des promotions entières de leurs aînés chômés, c'est où ce prochain emploi viendra. Et c'est un plaidoyer qui est fait à toutes les autorités publiques ici. On n'a pas beaucoup de temps, je passerai la parole à ceux qui sont, au professeur Maïga qui demande pour qu'on puisse conclure. Assez rapidement, je pense qu'elle a vraiment touché le nerf central de notre affaire. Et moi, j'aimerais faire le lien avec ce que le ministre en charge de la professionnalisation a eu à dire ici. C'est-à-dire, il faut donner des perspectives aux étudiants pour qu'on arrête à 100% de parler d'emploi. Mais qu'on ait les 40% qui parlent d'emploi peut-être, mais les 60% qui parlent de travail. C'est-à-dire la nuance qu'on ne fait pas. Est-ce que nous cherchons un emploi ou nous cherchons un travail? Ceux-là qui ont les capacités renforcées, qui ont été accompagnés dans l'esprit d'entreprise, ne vont pas tout de suite se ruer à chercher un emploi. C'est-à-dire, c'est le concours de la fonction publique, c'est tout ce que vous savez, mais c'est de dire qu'ils ont la possibilité d'aller directement eux-mêmes sur l'auto-emploi ou sur le travail. Et ça, c'est ce qu'il faut donner comme perspective. Je pense qu'on peut échanger dans ce domaine-là, comme je le dis à Ouaga 1. Moi, j'étais d'abord, avant d'être ministre, j'étais le vice-président chargé de la professionnalisation. Et donc, chaque année, dans chaque IFR, nous essayons de détecter des étudiants qui ont eux-mêmes du potentiel. À partir de leur potentiel, il faut les accompagner avec des enseignants de gestion
des enseignants d'économie, des enseignants de psychologie, de sociologie, pour les aider à mieux structurer leur idée d'entreprise, monter un projet qui est bancable, et après, on peut aller sur la place du marché pour chercher les finances pour exécuter son projet. Donc l'université doit résolument s'orienter dans ce domaine-là. Mais l'autre aspect, comme le ministre l'a dit, il ne faudrait pas que tout le monde ait la tentation d'aller à l'université. C'est pour devenir quoi après? Donc il faut aller sur cette activité, cette offre de professionnalisation avec des écoles qui vont être créées. Donc nous, au Burkina, nous sommes en train de travailler sur l'école polytechnique de Ouagadougou, où nous avons inséré 12 instituts à l'intérieur. La volonté, c'est que dès le bac, certains soient orientés dans ces instituts-là, qui pourront aller travailler dans le domaine des mines, qui pourront dans le domaine du textile. Et là, tous les ministères techniques qui ont des écoles professionnelles vont les reverser dans l'école polytechnique pour que ça soit géré par l'enseignement supérieur et permettre effectivement à l'orientation d'envoyer ceux qui peuvent aller dans un cycle de recherche et de doctorat au niveau des universités et ceux-là qui doivent être des praticiens, de les envoyer dans le domaine donc, des écoles professionnelles qui sont au niveau de l'école polytechnique pour les aider donc à aller directement sur le marché du travail. Je pense que cette réflexion doit être menée également pour qu'on décante la situation un peu. Merci beaucoup, professeur Maïga. Et on me signale que je n'ai quasiment plus de temps.